Ok, ben alors bienvenue à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Donc aujourd'hui, on va vous parler du vécu psychosocial du semi-confinement par la population suisse romande. Donc comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, effectivement, on va vraiment vous présenter une des parties du projet Corona Citizen Science. Vous avez eu apparemment deux conférences à la fin de l'année dernière. Donc c'est un projet qu'on mène en collaboration avec l'EPFL et l'IDAP. Et puis, comme je vous le disais, on est encore en cours d'analyse, donc c'est un peu une avant-première. Tant mieux si on est un petit groupe, même si on est retransmis. Comme ça, ben voilà, ça nous permettra à nous de profiter des échanges et puis d'enrichir, j'espère, notre analyse. Et puis, ben, j'espère que pour vous, ça sera aussi intéressant. Donc au niveau du plan, on va vraiment faire une présentation tout à fait classique avec une brève introduction. Je vais revenir sur la méthodologie du projet Corona Citizen Science et puis plus spécifiquement sur notre partie qualitative. Et puis ensuite, on prendra un plus long moment pour parler des résultats, de quelques résultats qu'on a voulu mettre en évidence. Et enfin, un moment de discussion. Alors, je laisse la parole à ma collègue pour l'introduction. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette petite présentation de notre travail. J'espère que ça va vous intéresser. Donc, comme vous le savez, lors du premier semi-confinement, il y a eu ce projet Corona Citizen Science qui a été lancé par quelques groupes universitaires. Et en fait, au travers de cette recherche, nous avons voulu essayer d'explorer les différentes dimensions de la vie et des impacts sur la vie sociale, professionnelle, familiale et économique du confinement. Donc, notre objectif, c'était vraiment se focaliser sur l'expérience vécue, appréhender le vécu des personnes dans le cadre de la crise de la pandémie COVID-19 et dans le cadre des mesures sanitaires et d'un point de vue qualitatif. À toi, Angélique. Alors, au niveau de la méthodologie, donc je vous présente le dispositif global. Donc, il s'agit vraiment d'une étude longitudinale et mixte avec 4 méthodes différentes. Donc, nous, on va vraiment s'intéresser à la méthode des entretiens. Donc, en fait, voilà, il y a des questionnaires qui ont été récoltés. Donc là, mes collègues, justement, Garance et Laurie pourront vous en dire plus que moi. Également aussi une application de crowdsourcing qui a été mise en ligne. Et puis finalement aussi des citizen think tanks. Et nous, on s'intègre en fait là-dedans et on a mené justement 60 entretiens qualitatifs entre le 20 avril et le 20 mai. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez exactement, puisque c'était bientôt il y a une année, mais du coup, cela correspond vraiment à la période juste avant les premières mesures d'allègement. Donc, on était vraiment encore en semi-confinement. Lorsqu'on a débuté les entretiens, les écoles étaient encore fermées. Et puis, on a vraiment pu suivre pas à pas cette réouverture pour mieux appréhender justement le vécu de la population suisse romande qui a accepté de participer. Donc en fait, ce qui a été assez extraordinaire pour nous, et personnellement, moi ça fait 10 ans que je mène des recherches et j'ai jamais eu autant de facilité à recruter, c'est-à-dire que dans le questionnaire que nos collègues ont mené, il y avait un petit item qui proposait aux personnes qui avaient envie de développer euh, sur leur vécu, qu'elles pouvaient justement s'inscrire sur une liste et qu'elles allaient être justement contactées par des chercheurs et chercheuses de l'université. Donc en fait, très rapidement, on a eu 60 personnes intéressées. On a dû s'organiser aussi au sein de notre équipe pour pouvoir mobiliser des ressources pour mener des entretiens avec ces 60 personnes intéressées. Donc c'est ce qu'on a fait, on a mobilisé des doctorants, des assistants étudiants. Et puis en un mois, on a pu donc mener 60 entretiens qualitatifs d'une durée moyenne quand même de 45 minutes, donc c'est quand même assez conséquent le corpus de données. Et puis l'échantillon final, ben voilà, il comporte donc 39 femmes et 21 hommes d'un âge moyen de 46 ans. Et puis, 3 quarts quand même des répondants et répondantes vivent en appartement, avec principalement 2 adultes sans enfants. Et ce qui me semble encore important de préciser au niveau des analyses, c'est qu'on a vraiment fait une transcription verbatim, donc mot à mot. Ensuite, on a effectué une analyse thématique avec un accord interjuge, donc avec ma collègue Fabienne Fasseur, et ensuite donc sur une dizaine d'entretiens. Et puis ensuite, on a analysé donc à partir de cette grille les 50 autres entretiens assistés par le logiciel NVivo.
Donc au niveau des résultats, là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, on va focaliser sur sur 4 résultats principaux, il y en a beaucoup plus. Et on a vraiment fait un choix en fonction de ce qu'on pensait pouvait vous intéresser, et puis ce qui nous tenait à cœur et ce qui nous semblait aussi le plus pertinent par rapport aux données. Donc je laisse ma collègue Fabienne commencer cette présentation des résultats. Alors, dans les éléments on est dans la partie de ce qui a été mal vécu par les participants. Et ces participants ont été très clairs. La pire chose qui leur est soit arrivée liée à ce coronavirus, c'était pas la peur du virus en lui-même, pas un petit peu la peur de la transmission, mais très très peu. Ce qui a été très mal vécu, c'est le manque d'interaction sociale, c'est l'interdiction de pouvoir rencontrer d'autres individus qui ne sont pas de leur famille. Donc là, vous avez un monsieur de 64 ans qui est retraité et en fait, il vit seul. Donc en fait, avant, il voyait ses anciens collègues, il allait faire des cours de golf et en fait, il n'avait plus de relations sociales. Le restaurant, les terrasses de café, ben, il ne pouvait pas. Et c'est assez terrible de voir des personnes qui, justement, font ce qu'ils peuvent pour suivre les recommandations. Hein. Il y a eu des phrases assez fortes du style on fait comme tout le monde, on gère comme tout le monde, on ne fait pas les choses qu'on ne doit pas faire, mais en ne voyant pas les gens qu'on ne doit pas voir, mais c'est dur. Et puis là, la dernière réflexion aussi de ce monsieur, c'était qu'il ne pouvait plus voir sa mère. C'est quand même assez impressionnant de la part d'un monsieur de 64 ans. Pareil, par rapport aux parents d'enfants, de jeunes, oui, aux parents qui ont plus de 65 ans, ben, ils ne pouvaient pas les voir. Ils avaient peur de leur transmettre le coronavirus et de le rendre encore plus malade qu'ils ne l'étaient. Donc, en fait, ils ont évité d'aller voir leurs parents et les parents ont souffert aussi de ne pas pouvoir voir leurs enfants. Il y a certains parents qui disaient, mais c'est terrible, je sais que mon fils a été malade et je n'ai pas pu aller le voir. Donc, c'est très, très fort ce problème d'interaction familiale. Et puis, ben, plus que les interactions familiales, c'est les interactions sociales. Cette jeune femme de 42 ans qui a appris que la famille d'un ami de ses enfants a été bloquée à la maison pour cause de coronavirus, elle a été les informer qu'elle allait faire ses commissions. Elle est allée faire les commissions pour cette famille-là. Et vous voyez, ce qu'elle a fait, c'est que quand elle a apporté les commissions, elle a sonné, elle est partie à toute vitesse, elle a juste fait coucou de loin. Elle fait attention, mais c'est terrible pour elle de ne pas pouvoir discuter avec cette maman qui a aussi des enfants de l'âge des siens. Et on revient encore avec Madame à 34 ans qui dit « Mes parents sont plus âgés, ils sont à risque. » Alors, on espère pouvoir aller voir un samedi en se déconfinant, mais on se dit qu'il y a quand même trop de risques. Donc, il y a vraiment une peur, pas seulement pour eux, mais surtout pour les parents et la famille. Alors, je passe ensuite à un second sous-thème. En fait, ce qui est intéressant et ce qui a été mal vécu, on a essayé vraiment de voir si on arrivait à caractériser en fait, le profil des interviewés qui avaient plutôt mal vécu cette période de confinement. Et ce qu'on a pu mettre en évidence sur une bonne moitié en fait, de nos répondants, c'est 3 variables. Donc, la première variable, c'est les activités professionnelles suspendues, qui touchent là aussi une hétérogénéité de secteurs. On a, bon, par exemple, les personnes qui travaillent dans l'événementiel, on va voir des étudiants, je vais vous lire une verbatim. On n'a malheureusement pas de personnes représentatives de la branche restaurant-hôtellerie, mais ça aurait été intéressant. Donc on voit que la première variable, on va dire, qui explique ce vécu difficile du semi-confinement, c'est vraiment l'arrêt, la suspension d'activité professionnelle. Donc là, je vais vous lire une verbatim d'une étudiante qui a 24 ans et qui nous dit c'était un peu le choc. Elle, en plus, elle a été contaminée tout au début mars 2020. Suite à ça, moi, j'ai continué à m'auto-confiner parce que oui, c'était un peu traumatisant. Il y avait beaucoup de choses au final, et plus que l'angoisse de la maladie ou quoi que ce soit, c'était vraiment le confinement qui était très pesant.
Et je trouve intéressant de vraiment mettre l'accent sur cette verbatim, puisqu'en fait, outre que cette jeune femme a contracté le corona, on voit aussi dans sa situation que c'est le fait de vivre dans un studio à deux personnes et que tous ses cours ont tout à coup basculé en ligne, qu'elle a aussi perdu son job d'étudiant, qui ensuite l'a menée dans la précarité puisqu'elle n'avait plus du coup forcément assez d'argent pour payer notamment la nourriture, etc. Donc on voit ici une accumulation de difficultés. Un autre exemple d'une femme qui travaille justement dans le secteur de l'événementiel et qui nous dit ça a été très très difficile au départ. Une fois que la chose a été digérée, en fait, ben, effectivement, on essaie de s'adapter et puis de vivre autrement. Ça a pris 2-3 semaines parce que moi, je travaillais quand même pratiquement des fois 6 jours sur 7, genre 10 heures par jour. Et puis là, je me retrouve à plus rien faire. J'ai l'impression que j'avais tout perdu, en fait. Qu'on m'avait enlevé toute ma vie. Ça a été violent, puis frustrant dans le sens où bah, on ne peut plus voir personne. Donc on voit là aussi la brutalité du semi-confinement pour certains domaines où, dans le cas de cette jeune femme qui travaillait 6 jours sur 7, qui avait l'habitude en plus des contacts sociaux et qui tout d'un coup sont coupés du jour au lendemain. La deuxième variable qui permet d'expliquer le vécu difficile, c'est celui de l'école à la maison. Donc sur les 60 entretiens qu'on a menés, on a une dizaine de personnes, des hommes et des femmes, qui ont dû, du jour au lendemain, c'était surtout les parents, mais ça pouvait être aussi un membre de la famille comme la tante, qui ont dû tout à coup s'improviser un peu enseignant ou co-enseignant, et puis organiser l'école à la maison. Donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que ça génère beaucoup de tensions et beaucoup d'inquiétudes. Donc là, je vais vous lire la verbatim d'une femme de 48 ans qui a 2 enfants et qui nous dit bah, ma première semaine de semi-confinement, c'était nager avec les nombreux mails, WhatsApp des enseignants. Donc j'ai fait que ça pendant une semaine. Maintenant, le ras-le-bol, honnêtement, il vient des enfants. Ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin de leurs copains. Ils ont besoin de liberté, de prendre le vélo, d'aller à la place de jeu. Et puis, c'est eux qui souffrent le plus. Ben, il n'y a pas qu'eux. Eux, ils étaient hyper agressifs l'un envers l'autre. Et puis, moi, j'ai pété un câble en disant maintenant, ça suffit. Et puis, on a parlé des conflits. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la dizaine d'entretiens que je vous parlais de personnes qui ont dû faire l'école à domicile. C'est tout à coup des tensions et puis de l'agressivité et puis en fait un sentiment de détresse aussi en tant que parent de ne pas vouloir être agressif avec ses enfants, mais ben voilà, ils étaient amenés à ces conditions difficiles. Je vous parlais aussi d'inquiétude. Je me souviens aussi d'une maman qui, tout à coup, bon, voilà, elle travaille sur une semaine de répondre aux 150 WhatsApp des différents enseignants, de l'enseignant de mathématiques, de l'enseignant de couture qui pense que ses élèves s'embêtent à la maison, à qui il faut peut-être donner du travail. Tout à coup, le fait de devoir ouvrir un compte email pour son enfant de 9 à 10 ans, donc c'est toutes des choses qui doivent être faites rapidement. Et puis, le stress aussi engendré chez les parents qui ont peur aussi que les enfants prennent du retard. Donc voilà, toutes ces inquiétudes, toutes ces préoccupations, elles engendrent justement des tensions à la maison. Et puis, je trouve intéressant de continuer le discours de cette jeune femme qui nous dit ce qui m'a le plus affecté, c'est le sentiment de totale inutilité sociétale. Donc, je vous parlais d'accumulation des difficultés. Cette femme, elle était en train de faire une reconversion professionnelle où elle faisait une sorte de stage dans une école. Et du coup, là aussi, l'activité a été suspendue. Et c'est intéressant, ce sentiment de totale inutilité sociétale, alors que d'un côté, pendant la toute première partie de l'entretien, elle montre à quel point en fait elle a dû s'improviser enseignante ou co-enseignante à la maison. Et pourtant, puisque elle-même a une activité suspendue, ben voilà, elle se sent inutile en se comparant aux professionnels de la santé, aux politiciens. Voilà, quelque chose donc de très difficile à gérer. Et puis finalement, la troisième variable qui permet donc d'expliquer ce vécu difficile, c'est celui de la confrontation avec la mort. Donc, parmi nos entretiens, il y a quand même des personnes qui ont perdu un proche ou une proche et qui l'ont perdu généralement de manière très brutale. Donc là, j'ai le récit d'un homme de 56 ans qui a perdu en quelques jours son beau-père et qui nous raconte, ben voilà, lui vit des périodes fluctuantes, je cite, où je me sentais fort concernée mais invincible. Et puis des moments où j'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, mais au nom d'une pipe, si ça arrive comme ça, quand ça arrive, ben c'est arrivé donc à P, son ami. Je me dis, mais on n'est rien. Ce qui m'a vraiment peut-être surpris, c'est quand même l'intensité, la violence, cette violence qui est arrivée. Donc vraiment, on voit la brutalité, le choc de la mort qui s'est tout à coup immergé dans sa vie. Et puis le fait que lui et sa femme, donc c'était son beau-père, n'ont pas pu aller rendre visite au papa qui décédait. Donc il y a énormément de choses comme ça qui s'accumulent. Et ça me permet de faire le lien avec la slide suivante. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les 60 entretiens qu'on a menés, on a eu quelques personnes qui ont perdu leurs proches,
Mais on a aussi eu 2 pasteurs qui ont témoigné. Et du coup, on peut voir justement le vécu, en fait, la perte d'un proche de l'autre côté, j'ai envie de dire du côté peut-être plus professionnel, qui voit aussi la détresse engendrée de ne pas pouvoir vivre son deuil dans une période extrêmement particulière de Covid. Donc, je vous lis cette verbatim, désolée, elle est un petit peu longue, mais je pense qu'elle est très intéressante. Donc, ce pasteur souligne le poids inusuel de l'absence et de la difficulté de vivre ce deuil en étant porté par un réseau d'amis et de connaissances habituellement. Et puis ce moment étrange quand le service est terminé, que le cercueil est sorti, quand on voit partir le corbillard avec le cercueil, c'est des moments où habituellement les gens se serrent les uns contre les autres, pleurent, se consolent. Et puis là, tout le monde est à distance de 2 mètres. Et puis après, pas possibilité d'aller partager le verre de l'amitié, qui est une manière de renouer avec un bout de vie. Et non, chacun part de son côté. Mais je sens que c'est vraiment autour de ces moments-là qu'il y a des choses difficiles à vivre pour les familles avec toutes les difficultés. Et ce constat qu'on a tous fait pour protéger la santé des gens, qu'on a tout fait pardon, pour protéger la santé des gens, mais à force de vouloir protéger des gens, on a privé les gens de ce qui les fait vivre, les relations. Et là, on a quelque chose à quoi il faut être attentif. Donc, effectivement, là, je pense qu'on va voir des conséquences sur la peine qu'ont eu certaines personnes à vivre leur deuil, à ne pas pouvoir être soutenues dans certains moments comme lors de l'enterrement. Et ces actes liturgiques bouleversés vont certainement être reportés. Et là, il y aura, je pense, quelque chose à faire pour accompagner ces personnes. Donc, il y a aussi des choses positives qui se sont passées, on ne va pas parler que du négatif. Donc, brièvement, sur les ressources mobilisées, ce qui est sorti, ce qui a vraiment été mis en évidence de presque dans tous les entretiens qu'on a menés, c'est le fait d'avoir ralenti, d'avoir l'occasion de ralentir son rythme et même d'apprendre à ne rien faire. Donc là, je recite cette étudiante dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui du coup nous dit avoir enfin le temps, même si en fait je ne fais pas grand-chose de mes journées, mais au moins d'avoir le temps justement de ne rien faire. C'est quelque chose que je ne sais plus du tout faire et du coup c'est assez salvateur. Et on a des personnes de tout profil, je pense même aussi à une personne retraitée qui faisait du bénévolat et qui du coup faisait une journée de bénévolat et s'est rendu compte que c'était trop pour lui et que lui aussi avait envie de prendre du temps pour lui, c'est ce qu'il avait découvert lors de ce confinement, et du coup a même donné sa démission dans le cadre de ce bénévolat. Donc c'est vraiment un thème qui est sorti, qui a traversé de part en part tous nos entretiens. Et puis la deuxième chose qui a traversé de part en part tous les entretiens, ça peut paraître surprenant, mais c'est la découverte ou la redécouverte de la nature et des balades en forêt. Donc là aussi, tout type de personnes nous ont parlé de cela. J'avais envie de mettre en évidence le récit d'un homme qui, en famille, justement, redécouvre la campagne et la forêt, et qui, je cite, disait, quand on imaginait une sortie, on se disait où est-ce qu'on va ? Au cinéma, puis la forêt, ça vient vraiment presque en dernier lieu. Et c'est vrai que ça ouvre d'autres horizons, beaucoup plus simples, je dirais beaucoup plus accessibles, qui ne coûtent rien. Et le plaisir de se faire son sandwich et puis de le manger dans l'herbe, voilà, c'est vrai que je pense pour nos enfants, c'est un bonheur. Et c'est vrai que ce que je retiens au niveau personnel du confinement, ça serait la découverte de plaisirs simples. Et puis finalement, encore aussi, vous soulignez que certaines personnes ont créé des bulles de contacts sociaux. Typiquement, l'exemple de familles qui se sont dit, ok, on va voir personne, mais on va voir une autre famille, un autre couple qui a des enfants, comme ça les enfants pourront jouer entre eux et puis nous, on pourra faire des apéros entre adultes. Ou alors, je pense aussi à une jeune femme qui, du coup, s'est dit avec une copine, viens, on se voit que les deux, viens de temps en temps chez moi pour voir Netflix, faire à manger, pour justement maintenir les liens sociaux. Et puis moi, je rajouterais même encore par rapport à ce maintien des liens sociaux et des bulles, une charmante vieille dame qui expliquait qu'avec sa meilleure amie qui habite au bâtiment d'à côté et qui, elle, a accès au jardin du bâtiment, elles allaient se retrouver tous les après-midi pour boire le thé ensemble, autour de cette table, dans le jardin. Alors, de temps en temps, il y avait des personnes qui passaient à côté, mais ce n'était pas grave, elles étaient dans leur bulle, sécurisées, elles étaient toutes les deux avec leur masque, l'une à côté de l'autre, elles buvaient le thé, et puis elles avaient ce moment de partage social qui était essentiel pour leur survie mentale, si vous voulez. Donc voilà, maintenant on va parler un peu de santé et alimentation et puis des changements. Est-ce que, Angélique, tu voulais rajouter quelque chose? Non, merci. Donc au niveau santé et alimentation, il y a eu beaucoup de changements. Des changements dans la peur de prendre du poids. Donc, j'ai très peur de reprendre du poids et du coup, j'essaie de faire un peu attention. Puis, il y avait ces histoires de grignotage. Quand on travaille à la maison, on a plus le frigo à disposition, donc on a plus tendance à grignoter.
Donc là, il y avait ces difficultés, mais d'un autre côté aussi, quasiment tous nous ont dit qu'ils ont mangé plus de légumes, qu'ils n'en ont jamais mangé autant que dans leur vie, parce qu'ils allaient chercher leurs légumes, ils allaient choisir leurs légumes, donc ils avaient changé un peu leurs habitudes alimentaires de façon à ce qu'elles soient plus, je dirais, naturelles. Oui, tu peux y aller, merci. Et donc, d'un point de vue durabilité, en conséquence, beaucoup ont essayé d'aller se rapprocher des commerces de proximité, essayer de voir que quand ils habitaient un peu hors de ville, il y avait des gens qui pouvaient vivre d'autre chose, comme disait ce jeune homme. Et puis il disait, on les soutient parce qu'on va aller acheter leurs produits chez eux. Et puis pareil, madame de 32 ans, c'était pareil, elle dit, mes fruits et légumes, je vais chez le fermier d'à côté. Je ne vais plus dans les grandes surfaces. Et puis, il y a même un couple qui disait, nous, on a pris le sac à dos, on y va maintenant une fois par semaine, c'est à plus d'1 heure de chez nous, on va à la ferme à pied pour acheter nos légumes de saison et locaux. Le problème des commerces et du déplacement, oui, vas-y. C'est la question de repenser la mobilité et les voyages. Alors, pour l'écologie, on a vu à quel point s'arrêter, c'est un impact positif. Les questions de les dauphins qui reviennent, etc., etc. Puis en fait, elle habite juste sous le couloir aérien de l'aéroport de Genève, et puis pas d'avion qui passe au-dessus de sa tête, c'est carrément le paradis. Et puis une autre dame disait, ça montre comme c'est possible d'aller vers une certaine décroissance. Mais par rapport au voyage, il y a aussi beaucoup de regrets de ne plus pouvoir faire des petits voyages, d'aller par exemple en France à côté, en voiture, en famille. C'est surtout le monsieur retraité de 64 ans qui prend sa maman puis qui va aller manger une assiette en France dans des endroits improbables, mais il adore ça. Et puis, il y a aussi les comportements dans cette repenser la mobilité. Il y a eu aussi des comportements où, pour ne pas être en contact dans les transports en commun avec d'autres personnes potentiellement contaminantes, beaucoup ont pris la voiture. Alors, il y a eu beaucoup aussi qui ont choisi d'utiliser le vélo, voire le vélo électrique, mais il y a eu aussi des comportements contre-intuitifs qui se sont développés dans la question de la mobilité. Et puis, je laisse Angélique terminer. Alors bon, pour ouvrir la discussion, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a vraiment une grande disparité au niveau des vécus. C'est vrai que pour nous, ça n'a pas été évident puisque généralement, quand on mène une recherche, on a des critères d'inclusion assez spécifiques. Or ici, on a pris toute la population qui a bien voulu participer. Bon, il y a évidemment des biais, mais du coup, voilà, pour nous, ça n'a pas été toujours évident de trouver justement des caractéristiques spécifiques pour expliquer, par exemple, ce qui a été mal vécu ou mieux vécu. Mais je crois qu'on s'en sort pas trop mal. Mais en tout cas, voilà, il y a une disparité dans les vécus. Le sentiment d'être un peu déprivilégié. Alors ça serait quelque chose d'intéressant à comparer notamment avec peut-être nos collègues français pour voir si c'est quelque chose qui ressort aussi des entretiens en France. En tout cas, voilà, dans ce qu'on a pu récolter, on a beaucoup de gens qui nous ont dit oui, mais nous finalement c'est quand même pas si grave, c'est pire ailleurs, regardez à côté, nous on a quand même un jardin, on a quand même une maison, etc. Donc il y a quand même ce sentiment qu'on a eu de la chance en Suisse. On peut mettre en évidence aussi une volonté de soutenir l'effort, hein, donc de mettre en application les gestes barrières, etc. Alors je me demande si c'est pas aussi un biais peut-être de nos entretiens. C'est vrai que comme on a commencé les entretiens un mois après l'édiction du semi-confinement, on avait parfois l'impression que les personnes se demandaient si on était en train de les juger. Quand on leur demandait par exemple comment est-ce que vous faites les courses, est-ce que vous pouvez me raconter, les gens disaient ah bah ouais, je fais attention, je reste à 2 mètres. Donc on devait des fois leur dire, ou un peu en rigolant, oui, mais on ne va pas ici vous dénoncer ou autre, pour un peu les mettre à l'aise. Donc de manière générale, voilà, on peut quand même souligner l'effort, hein, enfin, plutôt la volonté de soutenir l'effort. Il y a juste une personne qui, à l'état lorsqu'on a fait les entretiens, n'avait pas encore mis de masque pour la première fois. Donc voilà, bon, c'est une personne qui vivait aussi un peu recluse dans son chalet. Et puis, ce qu'on peut dire aussi par rapport au comportement plus durable, on se demande effectivement si ça va être poursuivi, si c'était durant cette période de semi-confinement aussi. Ça serait intéressant
de refaire une récolte de données, qu'elle soit qualitative ou quantitative, pour voir si ces comportements finalement sont durables. Est-ce que les personnes vont encore à la ferme chercher des légumes, ou est-ce qu'elles se déplacent toujours à vélo? Donc ce serait des choses intéressantes à poursuivre. Et puis au niveau des limites, moi, j'ai déjà parlé de quelques-unes. Effectivement, les 60 personnes qui ont participé ont quand même toutes partie d'un niveau socio-économique relativement élevé. Ça aurait été intéressant aussi d'avoir des restaurateurs, des restauratrices. Donc là, voilà, il y a un biais. Il y a un biais aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de désirabilité sociale. Et puis, c'est vrai que c'était aussi des personnes connectées. Donc, on a dû faire aussi les entretiens à distance, qui était une première pour nous. Du coup, on a appris aussi plein de choses parce qu'on avait quelques résistances avec mes collègues à faire ces entretiens à distance. Et du coup, c'était aussi intéressant. On a fait des WhatsApp, on a fait des Skype, on a fait des Zooms. Et c'était intéressant aussi de voir où les personnes faisaient leur entretien. Pour la petite anecdote, moi, j'ai eu un père de famille qui allait faire l'entretien dans sa voiture pour être isolé. Donc, c'est pas qu'il s'est plaint de sa partenaire ou de ses enfants, mais il avait envie de se recréer une petite bulle pour prendre un temps pour soi. Et je trouvais intéressant de voir aussi tous les aspects méthodologiques, tout ce que ça éclaire en fait aussi de la situation. Mhm. Donc voilà, on vous remercie pour votre attention. Maintenant, de toute façon, on va ouvrir la discussion. Puis on avait envie de finir en mettant cette photo de cette famille qui a redécouvert justement un petit peu la nature. Et j'ouvre l'échange. Merci en tout cas de votre attention et je vais arrêter le partage. Et puis, je rebondis sur l'exemple d'Angélique concernant le monsieur qui a choisi sa bulle pour discuter, pour faire cet entretien. Moi, j'ai eu deux situations où il y avait monsieur et madame qui ont partagé la maison en deux, donc monsieur en haut et madame en bas, ou vice-versa, mais plutôt dans... Et en fait, quand monsieur a donné son accord pour faire l'entretien en visioconférence, madame est venue se greffer sur l'entretien. Ce qui fait que je n'ai pas fait un entretien individuel, mais un entretien de couple. Et puis, il y a les avis de madame par rapport aux avis de monsieur. Puis, par exemple, c'est madame qui a introduit le fait que, comme monsieur ne mange plus au restaurant, ça l'embête parce qu'elle doit faire à manger pour deux au lieu de toute seule. Mais en même temps, ça arrange le couple d'un point de vue financier parce qu'il n'y a pas la dépense du restaurant. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'était très, très intéressant de voir en finesse le vécu, par exemple, de ces couples où madame et monsieur, dans une autre configuration, disaient, monsieur disait, moi j'habite là, ma femme habite dans la maison de l'autre côté de la rue, on se rencontre au milieu de la rue, on se rencontre avec nos enfants à distance, etc., mais on vit séparément, mais on est en couple, on vit séparément, et ça nous va bien. Donc, il y a eu plein de petites choses comme ça, très, très fines sur le vécu de ces personnes. On n'a pas eu le temps de tout montrer, c'est pas possible, mais il y a eu des évolutions à la fois positives et négatives, et puis des contradictions parfois, mais c'était très chouette. Voilà, c'était mon avis personnel sur la question. Des questions? Merci beaucoup déjà pour votre présentation qui était très intéressante. Moi, j'ai peut-être quelques questions. Je sais pas si moi, je peux commencer. Tout d'abord, peut-être sur les aspects méthodologiques que vous avez évoqués à la fin, enfin, et aussi au début de la présentation, un peu nouveau et contraint du coup par cette situation. Mais est-ce que c'est des choses qui pourraient rester pour le futur, même dans une situation plus, disons, retour à la normale? Et est-ce qu'il y a certains des aspects méthodologiques que vous dites qui pourraient être utilisés, que ça vous a appris quelque chose et qui pourraient être utilisés dans une situation tout à fait normale, nouvelle? Mhm. Je vais bien répondre, peut-être Oui, merci. tu vas pouvoir y aller aussi, Fabienne. Donc, nous, on est relativement toujours dans cette situation de faire les entretiens à distance. Nos étudiants, par exemple, à qui on apprend à faire des entretiens semi-structurés, pour la plupart, ils ont dû faire la récolte de données pour ma classe cette semaine. Donc voilà, ils le font encore à distance. Mais c'est intéressant parce que si moi, on m'avait demandé ça il y a plus d'une année et demie, j'aurais dit non, 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 c'est pas possible. Il n'y aura pas une bonne relation, on ne pourra pas explorer des choses peut-être plus intimes. Donc, je me rends compte que j'avais beaucoup de présupposés et puis que quand on est obligé de le faire, finalement, ça ne se passe pas si mal. Alors, effectivement, il y a des choses qui étaient compliquées. Donc, moi, généralement, je suis psychologue de la santé, je fais plutôt des recherches sur le domaine de la santé sexuelle
en oncologie en ce moment et puis en gynécologie. Donc, j'ai quand même essayé justement d'explorer les aspects plus intimes. Typiquement, une mère de famille me disait que pendant 2 semaines, elle a dû s'enfermer dans sa chambre et que les contacts de toucher son mari, par exemple, ça lui manquait. Et c'est très compliqué d'aller sur ces chemins-là parce que voilà, son conjoint, son mari était toujours dans l'appartement. Donc, on voit quand même les limites aussi de certaines choses. Mais néanmoins, ça perdure parce que pour l'instant, on est quand même toujours dans cette période particulière de pandémie. Et puis, on continue à faire les entretiens à distance. Mais je pense que même lorsqu'on pourra se revoir, effectivement, peut-être pour des personnes qui vivent au fin fond, je ne sais pas, du Valais ou du canton de Vaud, ce sera une solution auquel on pourra penser pour poursuivre nos recherches. Laisser l'option présentielle ou visioconférence. Alors, c'est vrai, comme disait Angélique, moi, j'étais particulièrement allergique, surtout comme, entre guillemets, un peu chercheur ancienne. Le contact face à face, le non-verbal, etc., tout ça, pour moi, ça me manque énormément. Mais nos étudiants s'y habituent gentiment. Alors, ça les choque beaucoup parce qu'on parle beaucoup, nous, dans l'enseignement, de faire attention à l'observation de la personne qui est en face. Donc, mais là, pour l'instant, ils essaient de s'adapter. Mais c'est vrai qu'on va on va devoir probablement poursuivre. En tout cas, puisqu'on est toutes les deux dans le domaine de la psychologie de la santé, on va s'adresser à des populations qui sont fragiles. S'ils sont fragiles, automatiquement, la question ne se pose même pas. On reste en visioconférence, à distance. Alors, ouais, c'est parfois frustrant, on est d'accord. Mais bon, il existe maintenant déjà de bonnes recherches qui ont été effectuées sur la qualité des résultats obtenus qualitatifs de recherches menées en visioconférence. Et apparemment, pour des chercheurs quantitatifs qui ont fait des analyses sur du qualitatif, ils ont trouvé quand même une qualité de résultats satisfaisante. Donc, ça ne prétérite pas la qualité de la recherche, ça la rend différente. C'est ça qui est important. Merci pour ces réponses. C'est aussi. Alexis, je vais enlever ton micro si tu veux peut-être revenir. Oui, déjà, je voulais encore vous remercier d'avoir accepté cette invitation et pour votre présentation qui effectivement était très intéressante. Je m'excuse aussi au nom de l'association j'aurais adoré qu'il y ait un peu plus de monde pour avoir aussi une discussion, mais j'espère que les questions qu'on va pouvoir aborder maintenant seront aussi peut-être l'occasion que derrière on vous contacte à ce sujet. Peut-être que moi, j'ai aussi quelques questions, mais je vais peut-être déjà laisser aussi la parole éventuellement aux autres personnes qui sont là, si elles souhaitent s'exprimer, et peut-être aussi prendre après la question de Laurie dans le chat. Je veux bien exprimer, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Ah, okay. Je crois que je hurle dans le train, donc je vais essayer d'être rapide dans ça. Alors, doublement désolée parce que d'une part, je suis dans le train et d'autre part parce que avec Laurie, on était à l'initiative de cette invitation et donc je suis aussi comme vous déçue qu'il n'y ait pas plus de monde. Mais c'est des soucis de communication, mais en tout cas, ça n'enlève rien à l'intérêt et au plaisir que j'ai pris à écouter votre présentation et à voir aussi vos premiers qui, sur plein de points, en fait, font écho au traitement qu'on a fait des données quantitatives. Donc, je pense que ce sera intéressant, si vous voulez poursuivre l'analyse, d'en rediscuter. On en avait déjà un petit peu discuté ensemble, mais voilà. Et ça se précise aussi les points sur lesquels on pourrait échanger davantage. Et ce qui m'a frappé aussi dans votre... On a un bug avec le train. Oups. Ouais, alors là, le train, ça ne pardonne pas, surtout quand il y a une annonce. Ça... Je vais reprendre en attendant, du coup, dès que Garant revient, je pense qu'elle terminera sa question. Mais du coup, je vais peut-être déjà... Non, désolée. C'est le point commun que j'ai pu remarquer, où on voit bien toute l'ambiguïté qui est à la fois dans... Non, ça continue. Je ne sais pas si... Ça bug trop. Ouais. Peut-être, Garant, si tu arrives à écrire sur le chat.
Alors, du coup, j'en profite pour relayer la question de Laurie déjà, et je pense qu'on aura la question dans le chat. Donc, Laurie disait, au-delà de mentionner de nouveau que c'était très, très intéressant d'avoir ces retours, elle se demandait, au vu de votre expérience et de vos thèmes de recherche habituels, qu'est-ce qui finalement vous a le plus interpellé, le plus étonné dans les résultats de cette enquête? Alors moi, je dirais ce sont les capacités d'adaptation de l'être humain. Capacité à s'adapter. Bon, ça peut être à double tranchant, hein, mais la capacité à, bon, ok, on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse comme ça, donc on va le faire. On pense, la majorité des gens pensaient que c'était pour une courte durée, donc, et puis ils pensaient aussi souvent que la maladie après allait un peu disparaître. Donc, on était dans une posture à ce moment-là, en tout cas dans l'esprit des gens, qu'ils étaient capables de s'adapter et ils l'ont fait en fonction de leur contexte, de leurs moyens. Angélique, je te laisse voir. Moi, je pense que j'ai été très touchée par des expériences personnelles que j'ai entendues. Et puis, notamment, je pense aux professionnels de la santé. Alors, on a eu un entretien que j'ai mené avec une jeune infirmière des soins intensifs qui était complètement en burn-out, en fait, quand j'ai mené l'entretien avec elle. Et puis, on a aussi eu les proches, notamment le conjoint d'une autre infirmière des soins intensifs qui me disait qu'en plus de 30 ans, il n'avait jamais vu sa femme aussi mal, avec très très peu de soutien. Donc je pense qu'en tant que professionnelle de la santé, ça m'a surprise, voilà, d'avoir accès en fait au vécu aussi des professionnels, même si c'est très très peu de gens, ça m'a marqué. Et puis, voilà, certaines situations de détresse, hein, notamment, je pense à cette étudiante, là, on vous a lu quelques verbatim, puis là, je pense que c'est en tant qu'enseignante que ça m'a fait mal au cœur, de me rendre compte à quel point certaines personnes pouvaient être très vite dans la précarité. Donc là, en l'occurrence, hein, je vous ai dit, cette jeune femme vivait dans son studio avec son copain, et comme ils étaient malades du Covid, ils ont perdu leur job, et puis comme ils sont payés à l'heure, ils n'avaient plus assez d'argent pour faire les courses. D'habitude, ils faisaient les courses en France puisque c'était moins cher et les frontières étant fermées, il a fallu faire les courses en Suisse. Donc, on voit vraiment une accumulation tout d'un coup de difficultés. Et même si on parle beaucoup du mal-être des étudiants, je ne suis pas sûre qu'on couvre toutes ces problématiques actuellement. Et finalement, je rajoutais la problématique du deuil. C'est pour ça que j'ai souhaité aussi vous en parler aujourd'hui. Parce que là, je pense qu'il va avoir des conséquences à long terme, puisque c'est toujours très compliqué, hein, que ce soit d'aller visiter les gens à l'hôpital lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils sont en soins palliatifs, ou ensuite pour faire vraiment son deuil, d'être accompagné au mieux. Donc là, je pense que voilà, il y aura du travail à venir, notamment pour les psychologues. J'ai vu passer un article ce matin qui disait que par rapport, c'était une enquête qui a eu lieu dans la société par rapport à une certaine population, et je n'ai pas cliqué très bien laquelle, et la question était de quoi allez-vous avoir besoin à la suite de cette pandémie, et 63% des personnes répondaient nous allons avoir besoin de psychologues. Après le reste de l'économie, non, on va avoir besoin de psychologues. Je trouve intéressant puisqu'on entend beaucoup plus parler, hein, je crois que la task force a enfin mis ou intégré des psychologues au sein de son comité. Donc je pense qu'on se rend compte maintenant, après avoir tant voulu protéger justement la santé physique des gens, que voilà, arrivent maintenant toutes ces conséquences sur la santé psychique. Et ça risque de perdurer un moment, de pouvoir accompagner au mieux ce qui n'a pas pu être fait au moment même, en fait. Peut-être que je me permets, du coup, ça me fait rebondir aussi sur une des questions que j'avais, qui est, vous avez évoqué le fait que vous avez peut-être, que la comparaison entre les différents pays serait intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec des collègues en France ou ailleurs qui auraient travaillé aussi sur cette question. Et du coup, ce qui me faisait rebondir aussi, c'est notamment en lien avec peut-être cette relation à la question de la psychologie ou des traitements. J'ai toujours l'impression qu'en Suisse, il y a toujours quand même un rapport à cette
médecine qui est particulier par rapport à la France ou qui est peut-être dont on a moins l'habitude de discuter et qui est un peu plus caché? Est-ce que vous pensez que c'est possible que du coup ça change un petit peu ce rapport qu'on a à la psychothérapie et à ce genre de traitement? Je te laisse, Angélique. Donc, ce que vous dites, Alexis, c'est qu'en Suisse, ce serait encore assez tabou de faire cette démarche. C'est peut-être un point de vue très helvético-suisse, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai déjà eu cette impression, notamment en discutant avec des collègues français ou autres, qu'il y avait peut-être moins effectivement ce tabou. Mais voilà, vous me direz aussi si je me trompe et que ce n'est pas forcément le Alors, cas. pour répondre à votre question, on n'a pas encore vraiment pu comparer. On a déjà des liens très forts justement avec une équipe en France qui a aussi mené des entretiens. Donc, on attendait, nous, d'avoir terminé nos analyses pour pouvoir mettre en lien. Et puis, peut-être qu'on va aussi utiliser des logiciels quantitatifs, entre guillemets, qui peuvent faire des analyses sur les données qualitatives, l'analyse textuelle pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc, je n'ai pas encore la réponse. Maintenant, je ne sais pas si c'est plus tabou. En tout cas, je pense que ça a vraiment mis en lumière les besoins psychologiques. Et du coup, je pense que ce n'est pas anodin, puisqu'en fait, depuis un mois, il y a une loi qui a changé pour les psychologues, psychothérapeutes qui sont maintenant remboursés sans forcément devoir passer par un psychiatre, puisqu'il y a tellement une explosion de demandes. Donc, c'est pas anodin que ça arrive maintenant. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience aussi au niveau politique qui fait que ça a été mis en lumière, malgré, voilà, il y a toujours des limites qui restent, mais je ne sais pas, Fabienne, qui a le double regard aussi. Alors bon, ce qui se passe, oui, je pense qu'il faut peut-être qu'il y aurait un effort en se basant sur ce que vous venez de dire, de séparer ce qui est de l'ordre de la psychothérapie et de ce qui est de l'ordre d'un soutien psychologique lié à un fait vécu sociétalement, un vécu sociétal, pardon. Parce qu'une psychothérapie, c'est vraiment en lien avec une pathologie psychologique déterminée, précisée par comment on appelle ça, la CIM, des catalogues de pathologies. Ce qui est vécu actuellement par les personnes, c'est un certain nombre de souffrances psychologiques qui ne sont pas classables dans des nomenclatures et qui sont vécues de manière non pas seulement individuelle, mais aussi collective. Et c'est pour ça qu'une psychothérapie, c'est nécessaire et c'est important pour des personnes qui ont des pathologies déclarées, mais la majorité des gens qui vont souffrir du Covid n'auront pas de pathologie psychiatrique. Ils auront des pathologies psychologiques pour lesquelles ils ont besoin d'un soutien plus ciblé sur leur vécu corporel, sur leur vécu sociétal et sur leur comportement pendant cette pandémie, avec les évolutions. Parce qu'en fait, on n'est pas sur un moment T, mais on est sur une durée. Tu parlais de longitudinal tout à l'heure par rapport à l'étude. Elle s'est faite sur du longitudinal, mais à l'époque, on pensait que c'était du longitudinal, entre guillemets, court, sur 6 mois, 1 an. Là, on est sur du longitudinal très, très long. On sait on s'imagine, là, on est déjà une année après le premier semi-confinement, on en a vécu un deuxième, on en est presque au troisième, et il risque fort d'y en avoir d'autres, tant qu'il n'y aura pas une forme d'immunisation collective. Donc, il y a vraiment des tensions là qui sont aussi de l'ordre de l'épuisement des personnes. Tu parlais de burn-out pour cette infirmière aux soins intensifs, mais cette mère de famille qui s'occupe de ses 2 enfants qui n'arrêtent pas de se taper dessus, la tante qui suit les cours de ses 2 neveux et puis qui n'a qu'une envie, c'est d'en prendre un pour taper sur l'autre. Donc, il y a vraiment des souffrances, et des souffrances qui ne sont pas dissibles, parce que pas acceptable dans le cœur d'une famille, par exemple. Donc, il y a plein de petites choses qui font qu'on ne pourra pas cacher sous le tapis comme on fait très souvent ici en Suisse. Et c'est pour ça, vous disiez tout à l'heure qu'au niveau psychologique, en Suisse, on a un rapport à la psychologie qui est un petit peu fluctuant, mais on ne peut pas. En Suisse, on a l'habitude de mettre sous le tapis. Là, on ne peut pas. C'est trop visible, c'est trop fort. Et pour cela, nous sommes en train de former des psychologues de la santé. Oui! Bon, enfin bref, passons. Angélique.
Non, mais merci. Vous avez très bien répondu à une question qui était très mal posée, mais c'est exactement ça que je voulais, où j'avais besoin de précision, en fait. Merci beaucoup. Et puis, Et oui, vas-y. du coup, j'en profite. Enfin, pardon, je ne sais pas si vous aviez justement, qu'il y a la question de Garance. Oui. Je la lis comme ça, si jamais aussi les personnes qui voient l'enregistrement l'entendront. Donc, Garance dit, votre présentation a bien souligné l'ambiguïté de cette période du premier confinement, durant laquelle il y avait une sorte de suspension du temps, mais aussi une injonction plus forte encore qu'auparavant à bien vivre, entre guillemets, le confinement en mangeant bien, en faisant du sport, en progressant dans ses loisirs, en protégeant ses proches. Est-ce que vous avez ressenti cette forme de performance de soi dans les entretiens? Comme vous parlez de l'épuisement, je serais aussi plus intéressé par les burn-out, entre guillemets, on l'a déjà un petit peu évoqué, des femmes liées au cumul des tâches professionnelles et du care. Alors, je crois qu'on en a justement un petit peu parlé à l'instant. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le cumul des tâches, notamment, encore une fois, je reviens là-dessus, mais du travail à la maison. C'est une majorité de femmes, mais pas seulement, hein, qui a endossé ces tâches, mais dans les entretiens qui me viennent à l'esprit, effectivement, bon, je vous ai cité hein, cette mère de famille qui, alors que ça semblait absolument incroyable, là j'ai juste passé une verbatim, mais tout ce qu'elle a dû faire, mettre en place, gérer tous ses mails avec les différents enseignants, créer des comptes mails pour ses différents enfants. Et malgré tout ça, elle se sentait, elle, inutile, puisqu'elle-même n'avait plus son travail à l'extérieur de la bulle familiale. Donc là, oui, on voit vraiment que certaines personnes, et je pense une majorité de femmes, en tout cas par rapport au travail à l'école, a été mené à un cumul des tâches et puis à un sentiment d'épuisement. Après, effectivement, dans le domaine de la santé, je prenais l'exemple, hein, c'est deux infirmières. On sait qu'il y a beaucoup plus de femmes hein, qui sont infirmières en Suisse. Je crois que c'est de l'ordre de 85 à 90%. Donc, effectivement, elles ont été sur le front. Alors, il n'y a pas eu qu'elles, il y a aussi des médecins. Par contre, à part par rapport à cette histoire de l'école où il fallait vraiment, on sent vraiment cette pression de bien faire, de faire au mieux, on a peur que sinon les enfants soient en échec, je n'ai pas forcément retrouvé cette injonction de performance. Au contraire, alors peut-être que c'est venu par la suite, mais vraiment entre le mois d'avril et le mois de mai, il y a vraiment eu ce sentiment, cette envie de lâcher et puis Oui. de ralentir, et puis j'ai envie de se dire, de se ficher un peu de la paix, quoi. D'acheter, même une qui me dit que elle a acheté une console vidéo pour s'occuper. Donc c'est peut-être venu par la suite qu'il faut peut-être bien manger, faire du yoga ou que sais-je. Mais à part dans cette situation très spécifique d'école à la maison, on voit vraiment l'accumul des tâches. C'est pas quelque chose que j'ai observé. Je sais pas, Fabienne, si tu veux ajouter. Non, pas plus. Bon, moi, j'ai vu quand même, c'est pas des performances de soi, mais c'était par exemple s'accorder plus de temps pour se faire du bien. Donc, il y avait justement quand même les séances de yoga qui ont duré plus ou moins longtemps, ça dépend. Mais il n'y a pas eu vraiment d'injonction à être meilleur. C'était plutôt la question, moi, je rejoins parfaitement sur la question du lâcher-prise. Se donner du temps au temps. On a trop couru, et puis maintenant on a le droit, et pour une fois on a le droit de se calmer puis de se poser. Et punaise, qu'est-ce que ça leur a fait du bien. C'est salvateur de se calmer et de se poser. Ça vraiment, moi je suis très contente en psychologue de la santé d'entendre ça, quoi, de voir que les gens de manière très simple, j'ai envie de dire, se rendent compte des bonheurs simples, d'aller dans la forêt, de ralentir. Et ça, pour moi, c'est aussi une surprise. Et puis pour répondre justement, je crois que c'était Garance, oui, on pourra aussi enfin mettre en commun nos résultats pour intégrer justement les résultats Cali et Canti. Et ce sera très intéressant. Et ça viendra. Donc, Oui, non, c'est pas perdu. De toute façon, on va continuer à travailler sur ces données. Mais c'est vrai il y a énormément de choses qui sont sorties et c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il n'y a pas seulement la lumière de cette période-là, mais on est un an après et on retrouve à peu près les mêmes, ou presque. Peut-être un poil différent. Moi, je pense surtout à la fatigue générale par rapport au contexte sanitaire. Je crois que ça, l'année dernière, il y avait un espoir que ça se finisse relativement rapidement. Et puis là, on voit que ça dure. Il y a une question de durée, de temps, de perception du temps qui est tout à fait spécifique et absolument passionnante à observer. n'était pas là justement il y a une année quand on a fait les entretiens, donc il y a quand même des choses nouvelles. Typiquement aussi là, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais l'adhésion aux mesures ou le soutien au Conseil fédéral était très très fort il y a une année. Et puis là, j'ai
l'impression que ça s'étiole un petit peu, mais voilà, il y aurait des choses intéressantes aussi par rapport aux liens aux médias, où les personnes, les premières semaines, ont vraiment beaucoup consommé le TJ suisse, le TJ français, puis très vite, pour se protéger, en fait, ont vraiment fait une sélection des informations. Donc là aussi, ça serait intéressant, une année après, de voir comment les gens se renseignent, quelles informations ils prennent. Il y a des choses qui ont évolué. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des communications, de la communication, des informations, des moyens que les personnes ont eu de s'informer ou de refuser de s'informer. Si au début, ils étaient très grands consommateurs, très rapidement, ils ont abandonné parce qu'ils parlaient presque d'overdose d'informations et d'informations contradictoires. C'est ça qui leur posait le plus de problèmes. Non, il y a... C'est vrai qu'on a un peu aussi ce sentiment que, puisque les gens ont aussi récupéré du temps, vous disiez la question des consoles de jeux, mais aussi la question, il me semble, des personnes qui ont commencé à produire du contenu, que ce soit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de manière générale, sur justement les manières de bien vivre. Et ouais, c'est intéressant, je pense, de voir comment les gens se sont confrontés petit à petit à cet afflux de production sur voilà, faire du yoga, faire des choses. Ça revient un peu à la question de la culpabilité que donnait Garance, mais c'est vrai que ça me semble intéressant. Et il y avait encore une chose que je voulais vous demander, parce que vous l'avez évoqué aussi, c'est qu'il me semble aussi ce qui a évolué peut-être au fil du temps, c'est qu'on a peu à peu mis la lumière, il me semble, sur les différents corps de métier ou les personnes qui étaient affectées par ce confinement. Il y a eu d'abord évidemment le personnel de santé avec le bruit qui était fait, je ne sais plus si c'était 19h ou 20h aux fenêtres. Enfin, c'est quelque chose qui a duré un petit moment, voilà, puis qui s'est un petit peu perdu. Au fur et à mesure. Ensuite, il y a eu les restaurateurs et les restauratrices, au moment où il y a eu ces premières tensions entre ce qu'il fallait laisser ouvert, pas ouvert, voilà. Et il me semble, après, encore plus tard, il y a eu la question des étudiants, avec le mal-être étudiant qui est venu sur le devant de la scène. Est-ce que du coup, vous, dans votre contexte, où vous étiez presque en amont de toute cette mise en lumière des différents problèmes, vous observez des discours qui correspondent déjà à ce que disent les étudiants, les restaurateurs, etc., dès le départ, ou c'est quelque chose qui a été un petit peu construit par la manière dont ça a été médiatisé, à votre avis? Non, alors je pense que c'est vraiment en amont, puisque voilà, dans la temporalité, les entretiens ont été faits il y a une année. Et puis, il y a comme je disais, des corps de métier auxquels on n'a pas eu accès non plus. C'est vrai que j'ai encore regardé le fichier. On n'a eu aucune personne, en fait, notamment du domaine de la restauration. Et puis, après, je pense qu'il y a aussi... je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres domaines, en tout cas chez nous, ce n'est pas sorti, qui étaient particulièrement en difficulté, si ce n'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, une rupture, en fait, une cessation des activités. Et peut-être qu'on ne pense pas forcément aux personnes dans une situation de précarité, comme je pense à des personnes qui faisaient une reconversion professionnelle, qui étaient en stage ou qui n'ont peut-être pas eu d'indemnité. Mais je pense qu'à la fois, c'est tellement hétérogène que c'est difficile parfois de vraiment cibler une situation. Et puis, je pense que voilà, maintenant, c'est vraiment particulièrement mis en évidence dans les médias les problèmes des étudiants, mais peut-être que les problèmes très concrets, aussi économiques, où moi je pense vraiment des choses qui m'ont marqué en tant qu'enseignante, où les étudiants n'avaient plus assez d'encre dans leur imprimante, alors ils devaient faire un choix entre les feuilles qu'ils allaient imprimer ou pas. Puis je me dis, c'est pas ce genre de choses très concrètes qu'on entend dans les médias, alors que je pense que voilà, c'est intéressant de les faire remonter parce que ça peut être pensé à l'université, et puis il y a des choses qui pourraient être mises en place. Donc c'est plutôt sur la nuance ou des choses pragmatiques qui pourraient être mises en lumière différemment. Oui. Comme tu dis, Angélique, on était vraiment en amont. Et c'était le tout début, donc il n'y avait pas de population particulière mise en lumière ou de réaction. Il y avait juste, bon, dans notre échantillon, on a au moins 2 psychologues. Et en tout cas, l'une d'entre elles, l'autre un peu moins, mais l'une d'entre elles disait que les personnes qu'elle suivait, elle, par visioconférence, ont eu beaucoup de souffrance à l'idée d'être suivies en visioconférence et non pas en présentiel comme elle les suivait d'habitude. Et puis, autour d'elle, elle avait aussi des personnes avec des comportements sociétaux ou sociaux un peu borderline, comme nous on dit ici parfois en psycho. Et puis, ces personnes-là ont aussi beaucoup souffert de la situation, parce qu'elles ont perdu tous leurs repères. Le fait d'aller une fois par semaine
dans un centre psychiatrique ou psychopédagogique, c'est une référence qui permet à la personne de rester structurée par rapport à son problème psychologique, psychiatrique grave. Et elle n'avait plus ce lien. Et l'absence de ce lien et de ce déplacement peut provoquer des décompensations. On en a peu parlé, voire pas du tout, mais elles ont dû exister. Mais c'est vrai que nos collègues psychologues qui suivent des personnes au long cours pour des pathologies graves ont fait un énorme travail, mais jamais personne n'en a parlé, par exemple. Et puis, effectivement, je vois Garance qui nous écrit qu'elle sort d'un entretien avec sa collègue chez une maman de jour qui passe des heures à faire le ménage chez elle pour accueillir les enfants dans les règles sanitaires sans être payée pour faire écho aux dimensions concrètes des difficultés des professions les moins protégées par les pouvoirs publics. Et, effectivement, c'est pas toujours évident en plus d'avoir accès à ces paroles-là. Nous, c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une des limites. Hein. Je pense qu'on a eu beaucoup de gens d'un niveau socio-économique assez élevé. C'est chouette si Garance pourra compléter aussi nos données. Et puis, une dernière chose que je voulais rajouter, c'est la temporalité. Là encore, beaucoup de choses ont changé. Peut-être quand au mois d'avril ou au mois de mai, certaines personnes disaient qu'elles allaient tenir. Moi, je me souviens aussi d'une indépendante qui avait prévu de faire une année sabbatique avec son partenaire. Ils avaient mis de l'argent de côté, mais ils se sont dit on va devoir utiliser cet argent pour enflouer les caisses. Où est-ce qu'ils en sont une année après? On n'a aucune idée. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de situations qui ont changé, qui se sont délitées. Voilà, de poursuivre et de refaire des entretiens. Oui, c'est vrai que j'imagine que le format distanciel aussi, pas forcément ce qui est plus pratique, on va dire, pour attirer les catégories peut-être qui sont moins privilégiées ou les personnes âgées. Il y a toujours une question d'équipement quand même, même si ça rend disponible. On en a eu parce qu'on faisait aussi simplement par téléphone parfois, ce qui n'était pas Voilà. Ah oui. Mais effectivement, ça c'est limite méthodologique. Mais d'un autre côté, on a eu des personnes âgées qui sont devenues vachement compétentes avec les nouvelles technologies. C'est ça, il y a les deux options. Il y a les personnes qui ne voulaient pas entrer en matière au niveau technologique, mais elles se sont rendues compte que, vu que les rapports sociaux étaient vraiment limités, se sont mis, où elles ont fait venir soit le voisin, soit les fils, les filles, etc., pour mettre en place des systèmes de communication utilisant Internet ou le téléphone ou autre. Et puis, ils se sont mis. Je crois même qu'il y en a qui sont encore toujours passionnés par la chose. Donc, voilà, il y a eu des apprentissages. Mais en même temps, il y a eu des limites. Donc, il y a vraiment les deux aspects. Vous avez raison de pointer les bons côtés aussi, s'il peut y en avoir quand même. Il y en a eu quelques-uns et je pense que l'idée de poursuite des comportements alimentaires respectueux du local, je pense que c'est toujours valide quand même, en grande partie en tout cas. J'ai envie de dire des personnes qui ont pu aussi prendre du temps pour se faire à manger. Je me souviens aussi justement du on a appris à faire avec ce qu'on avait, avec les restes. Donc, on a été très créatifs et puis se rendre compte aussi peut-être qu'ils dorment mieux, peut-être qu'ils se sentent mieux. Donc, à voir si à terme, ça c'est une de nos hypothèses en psychologie de la santé, mais puisqu'ils ont ressenti un meilleur bien-être, peut-être qu'ils prendront plus de temps pour se faire à manger. Tout dépend des conditions de vie, mais à suivre. Voilà, c'est une histoire passionnante. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Flavio, tu avais encore... Je peux ajouter une petite question par rapport à un peu ce qui s'est dit maintenant dans la discussion. Et ce que vous avez dit aussi qu'un des aspects qui vous a frappé, c'est l'adaptation justement des personnes que vous avez rencontrées face à cette situation. Mais aussi, donc c'était une temporalité qui était très courte. C'était une adaptation en fait court terme face à la brutalité en fait de la situation qui arrive et il y a une adaptation. Et là maintenant avec le long terme, et on voit, vous l'avez aussi relevé, mais que ça commence à peser sur beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est possible aussi d'avoir des stratégies d'adaptation à cette situation sur un plus long terme pour ces personnes-là, ou est-ce que ces situations sont vraiment critiques et que l'adaptation à un moment il n'est plus possible, disons, ou de moins n'est plus possible seul et qu'il faut un accompagnement plus poussé?
Ben, pour l'instant, on ne peut pas répondre à ça puisque les entretiens ont eu lieu il y a une année, donc et qu'on n'a pas possibilité d'accès à cette population maintenant pour voir où ils en sont. D'autant qu'en plus, entre deux, il pourrait s'être passé des événements un peu adverses du type Covid dangereux, Covid long terme et éventuellement décès. Donc, c'est un petit peu, ça reste quand même quelque chose d'assez sensible. De toute façon, on n'a pas le droit, d'un point de vue éthique, de recontacter ces personnes-là. Il faudrait recommencer une nouvelle recherche à partir de maintenant. D'un point de vue méthodologique, c'est un petit peu ce qu'on devrait faire pour avoir la suite de ces informations. Mais par contre, moi, j'ai des moyens indirects un petit peu de voir si ce qu'on a obtenu dans cette première partie de recherche est toujours pertinente ou peut être un peu plus étoffé. C'est qu'actuellement, j'ai des étudiants de bachelor qui font des entretiens. Et souvent, ces entretiens sont en lien avec la pandémie, puisque c'est ce qu'on vit actuellement. Et puis, j'ai aussi des étudiants de master qui font des focus group. Et je pense en particulier à un focus group qui a essayé d'explorer couple et Covid, confinement. Il y avait aussi, il y a eu un autre groupe aussi sur famille et confinement, Covid. Donc, peut-être qu'on aura des éléments un peu plus récents que ce qui s'y est passé il y a une année, mais à mon avis, on reste dans la même vision probablement. Je vais bientôt prendre connaissance de ces nouvelles données, mais je ne peux pas en faire partie, mais ça permettrait de compléter. Oui, parce que c'est quelque chose qui chicane les petits étudiants actuels. Et surtout les étudiants en psychologie. Parce que je pense que certains, bon pas tous, mais une bonne partie se rendent compte que c'est leur futur. C'est très pragmatique, mais voilà. Non, mais c'est vrai, c'est d'autant plus intéressant, à vrai dire, nous, quand on donne aussi maintenant des entretiens à faire à des étudiants, et que ce n'est pas nécessairement des thèmes qui sont bien sûr influencés par le Covid, mais qui ne se centrent pas nécessairement sur le COVID. C'est difficile en fait de faire un entretien maintenant sans que la question Covid apparaisse assez spontanément, parce que c'est ce que les gens vivent au quotidien. Nous qui travaillons plus souvent sur des questions de mobilité, bah, clairement, ça les influence au quotidien. Donc voilà, c'est vrai que c'est un contexte qu'on ne peut pas éviter maintenant et dont il faut tenir compte parce qu'on ne sait pas s'il y aura une situation future où il n'y aura pas de Covid ou plus de Covid ou un peu de Covid. Donc, je pense que un peu moins, un peu plus, on n'en sait rien pour l'instant. Et cette incertitude, elle est sans arrêt présente, comme une espèce de fil rouge qui se promène. Et puis, on a pu mettre en évidence peut-être au niveau vraiment des mécanismes d'adaptation psychologique, beaucoup de personnes qui le vivaient bien, on va dire, avaient déjà eu des expériences antérieures de crise, travaillé dans des pays en conflit ou qui avaient vécu des crises familiales ou autres, et du coup arrivaient plus facilement aussi à relativiser ce qui se passait. Donc je pense qu'on a dû toutes et tous mettre en place malgré nous des stratégies qu'on appelle de coping pour faire face. Alors est-ce que c'était plutôt de la distraction, est-ce que c'était émotionnel, qu'importe, mais on a tous dû développer un petit matériel, des stratégies qui peuvent être utilisées. Et puis si vraiment il y a un mal-être qui est toujours présent et puis qui empire, et à ce moment-là, pour répondre aussi à votre question, Flavio, ces personnes-là pourraient justement consulter ou avoir un soutien, quel qu'il soit. Personnellement, c'est ce que j'avais aussi proposé à l'infirmière aux soins intensifs que j'avais eu au téléphone, qui était vraiment à bout, en fait, qui pleurait, et puis pour faire le lien, Alexis, avec votre question, qui me disait, mais on nous a proposé peut-être un soutien psy, mais j'ai dit non, je vais pas aller voir un psychologue. Et quand je lui ai dit, ouais, il se trouve que je suis psychologue en fait, et puis on a eu un bon contact, et du coup je lui ai donné des adresses en fait de collègues thérapeutes. Je sais pas ce qu'elle en a fait, mais voilà. Donc effectivement, ça me faisait penser qu'il y avait un tabou, et puis que quand ça devient vraiment trop, même si on a mis en place des stratégies qui suffisent plus, que la perception de la menace entre guillemets est trop forte et qu'elle nous épuise, à ce moment-là, peut-être se faire aider. Et c'est important, je pense. Je pense qu'on peut clore ici la séance. Donc, je vous remercie encore beaucoup de votre participation pour cette troisième conférence sur le cycle Corona Citizen Science. J'espère que vous avez en tout cas quand même pris du plaisir à partager ces éléments avec nous.
Et encore une fois, le tout sera rediffusé et disponible en ligne pour les personnes qui s'intéresseraient à votre recherche. J'imagine que je peux les encourager à vous contacter aussi. N'hésitez pas à nous contacter. Oui, tout à fait. Un petit détail aussi, c'est que ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est tout ce qui a été écrit dans le chat. Si vous pouviez en faire un fichier Word ou fichier n'importe lequel et de nous l'adresser